Attention, la vidéo qui va suivre peut être psychologiquement dure. Il est conseillé aux jeunes ainsi qu'aux personnes potentiellement dérangées par les troubles mentaux de ne pas regarder cette vidéo. Bienvenue dans l'étrange roulette de la vie. De votre naissance à ce qu'il se passera dans une minute, certains événements se produisent sans pouvoir être contrôlés. Des événements qui peuvent laisser des traces. Qui allez-vous être? Comment allez-vous réagir aux choses? Ces choses, toutes seront reçues et interprétées par votre cerveau. Pour certains, cet organe peut être initiateur et créateur de grandes choses. Des formules mathématiques les plus complexes aux œuvres d'art les plus vertigineuses. Pour d'autres, le cerveau n'est que prison, torture, bourreau. Si quelque chose venait à dérailler, celui-ci serait en mesure de changer votre perception ou votre vie à jamais. Plongez avec moi dans l'immense étrangeté de celui-ci et découvrons ensemble de quoi ce maître du jeu est capable. Nous voilà repartis pour un nouveau voyage. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris avec le temps en ce qui concerne le cerveau, c'est que tout n'arrive pas toujours qu'aux autres. Et même si vous vous considérez comme quelqu'un de mentalement en bonne santé, celui-ci peut, du jour au lendemain, décider de vous faire une farce, ou tout simplement se mettre à dysfonctionner, comme une machine qui nécessiterait une révision. Rien n'est jamais acquis en ce qui concerne la santé mentale, ou le bon fonctionnement du corps humain en général. Et ça, nous l'avons vu avec le syndrome de Cotard, ou encore avec celui de Capgras. Mais le sujet que je souhaitais évoquer aujourd'hui touche beaucoup plus de monde. Il n'est pas si rare, mais beaucoup ne mettent pas de nom dessus. Et s'il n'est absolument pas spécialement dangereux ou grave, celui-ci peut choquer, marquer, et souvent même, les gens le lient à ce qu'ils croient être des expériences paranormales. Mais laissez-moi vous l'introduire un petit peu mieux. Allongé dans votre lit, les yeux fermés, votre esprit lui vagabonde, et que vous rêviez ou non, les heures, elles, continuent de défiler. Mais avant que la lune ne laisse place à l'aurore, voilà que tout à coup, en pleine nuit, vos deux yeux s'ouvrent. Tout à coup, l'angoisse monte. Vous ne pouvez plus bouger, ni parler. Certains même sont persuadés qu'une présence maléfique se trouve dans la pièce. Votre cerveau n'obéit plus à vos ordres. Vous êtes là, immobile, tandis que vos pupilles s'agitent et que votre conscience, elle, vous dit que quelque chose ne tourne pas rond. Oui, vous êtes en train de vivre une paralysie du sommeil, un événement que beaucoup vivront au moins une fois dans leur vie. Un événement qui, selon sa gravité, risque de rester longtemps dans votre mémoire. À cet instant, le cauchemar devient réel. Et alors que vous souhaitez plus que tout reprendre le contrôle, l'ombre au pied du lit, elle, continue d'approcher. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil, et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains. Moi, je me débat, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaye avec des efforts affreux en haletant de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Pour ma troisième vidéo, je souhaitais évoquer quelque chose de différent. Tout aussi étrange, le sujet d'aujourd'hui n'est pas un syndrome, mais bien un trouble. Et le fait qu'il touche une bonne partie de la population me semblait d'autant plus intéressant. Moi-même, j'ai été touché par 2 expériences de paralysie du sommeil. Et si j'aurais préféré m'en passer, ces expériences auront finalement servi à quelque chose. La paralysie du sommeil, ce terme plutôt clair ne décrit néanmoins selon moi qu'une partie de ce que peut représenter une telle expérience. Car oui, lorsqu'une telle chose se produit, nous pouvons parler de paralysie, puisque vous êtes incapable de bouger. Et cet état, pour vous rassurer, est celui que vivront la très grande majorité des personnes touchées. Mais chez d'autres, chez certains cas bien plus rares, la paralysie du sommeil peut prendre une forme bien plus effrayante, plongeant ainsi le corps presque face à la mort. Un corps qui se réveille aux portes d'une expérience de mort imminente. Mais avant d'aller plus loin, comme toujours, je me dois de faire un petit retour en arrière pour vous expliquer d'où ce trouble vient. Ici, contrairement aux 2 autres syndromes que j'ai pu évoquer, la paralysie du sommeil, elle, est présente dans l'histoire depuis longtemps. Très longtemps. Certains pensent qu'elle était déjà connue par les cultures mésopotamiennes et associée à un démon. Mais ce sont les Grecs qui furent les premiers à en faire une description précise, tel qu'Hippocrate par exemple, médecin grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. En fouillant un petit peu, il m'a été facile de trouver une description datant de cette époque. Cette description est la suivante. Le dormeur sent que quelqu'un est assis sur sa poitrine, ou saute sur lui soudainement.
ou que quelqu'un lui grimpe dessus et l'écrase lourdement de son poids. Le souffrant sent une incapacité à se déplacer, une torpeur et une incapacité à parler. Les tentatives pour parler ne résultent souvent que par un unique son inarticulé. Ceux qui souffrent de ce mal depuis longtemps sont pâles et minces, car, à cause de cette peur, ils ne peuvent plus trouver le sommeil. Encore maintenant, cette description est plutôt fiable et pourrait définir en partie ce qu'est la paralysie du sommeil. Ce trouble du sommeil qu'ils appelaient à l'époque éphialtès, soit cauchemar en grec ancien. La seule chose qu'il manque selon moi dans cette description concerne les hallucinations. Celles-ci peuvent être de diverses formes, telles que visuelles, auditives ou autres, mais je reviendrai dessus dans un moment. Plus tard, aux alentours du 5e siècle, des médecins romains et des philosophes se mettent eux aussi à décrire ce trouble. Pour eux, la cause était bien physiologique et pouvait être une forme de crise d'épilepsie ou liée à un trouble alimentaire. Si par exemple le sujet était allé se coucher après avoir trop mangé ou en ayant l'estomac trop plein. Mais alors que des médecins grecs et romains considéraient eux qu'il s'agissait d'un trouble physiologique, voilà que nous arrivons à un embranchement. En effet, la paralysie du sommeil encore maintenant peut, selon les croyances du sujet, partir dans deux directions. Pour certains, il s'agit effectivement d'un trouble, d'un moment où le cerveau ou le corps déraille, tandis que d'autres, eux, sont persuadés que la cause est paranormale. Ainsi, nombreux sont persuadés d'avoir reçu la visite d'un démon ou encore d'un esprit. Parenthèse fermée donc, si certains médecins à cette époque considéraient que la cause était physiologique, le peuple, lui, liait surtout les paralysies du sommeil à des causes surnaturelles. Mauvais sort, visite démoniaque, colère des dieux. D'ailleurs, la langue latine, elle, utilisera le mot incubus plutôt qu'éphialtès, et qui dit incubus dit démon violeur. Mais ce n'est pas tout. Pour les Allemands, par exemple, ce trouble survenait lorsqu'un albe, aussi appelé elfe, venait s'accroupir sur la poitrine du dormeur, tandis qu'en Scandinavie, on évoquait la mar, un spectre féminin malveillant du folklore scandinave. Ces racines sont d'ailleurs identifiables encore maintenant dans l'étymologie du mot cauchemar, Albtraum en allemand et Mardröm en suédois. Et avant de continuer la petite histoire du trouble, je me dois de rappeler que le terme éphialtès signifiait un cauchemar. Étymologiquement, le terme cauchemar vient de gauche ou calcaré, signifiant foulé ou écrasé, et mar du mot germanique mar avec un H, ou mara, désignant comme dit plus tôt un spectre féminin malveillant du folklore scandinave. Spectre parfois représenté à cheval ou accompagné d'un cheval. On retrouve la même idée actuellement en découpant le mot night et mère, soit nuit et jument. Ces deux éléments que sont la créature qui écrase et le cheval rappellent évidemment un certain tableau célèbre d'Heinrich. Impossible de ne pas tomber dessus lorsqu'on se renseigne sur les cauchemars, ou même sur les paralysies du sommeil. À l'époque, ce terme de cauchemar représentait donc vraiment une expérience de ce qu'on appelle aujourd'hui une paralysie du sommeil. Réveil soudain, impression de suffocation, état lourd, sensation de mort imminente, paralysie. Aujourd'hui, le terme cauchemar, lui, concerne plus simplement les mauvais rêves, des rêves chargés d'anxiété, d'angoisse ou de peur. Mais revenons sur l'histoire de ce trouble et avançons un petit peu dans le temps, car qui dit cauchemar dit diabolisation par l'Église. À l'arrivée du Moyen-Âge, le cauchemar n'est plus du ressort des médecins. Celui-ci était considéré comme touchant pleinement à la sorcellerie et la démonologie, marquant donc ainsi une période d'immobilisme dans la compréhension scientifique de ce qu'est la paralysie du sommeil. Ailleurs dans le monde, des médecins durant l'âge d'or de l'islam, soit une période entre le 8e et le 13e siècle, s'intéressent eux aussi à la paralysie du sommeil. Al-Akawaini a par exemple décrit au Xe siècle le kabu, soit le terme utilisé pour définir la paralysie du sommeil, comme étant une sorte d'épilepsie, l'expliquant par la remontée de vapeur issue de l'estomac jusqu'au cerveau. Encore une fois donc, à un autre endroit dans le monde, on entend à nouveau parler d'un lien entre le cerveau et l'estomac. Encore plus tard, des médecins continuèrent leurs recherches sur les cauchemars, recherches qui visaient à discréditer les explications de l'Église afin que le cauchemar retombe entre les mains de la médecine. Car si ce n'est pas évoqué et si je n'ai pas pu trouver d'informations, j'imagine que l'Église n'hésitait pas à envoyer un exorciste aux personnes touchées par ces cauchemars ou paralysie du sommeil, si l'on devait utiliser le terme actuel. Et c'est au XVe siècle que le médecin italien Giovanni Matteo da Grado dit « À propos de l'action des démons incubes, le médecin n'a pas à tenir compte de ses esprits et doit ramener les accidents à des causes qui relèvent de son art. » Petit à petit, l'Église perd la main sur le cauchemar tandis que celui-ci revient en direction de la médecine. En 1664, un médecin néerlandais rapporte le témoignage d'une femme de 50 ans victime d'attaques nocturnes. Puis,
Au XVIIIe siècle, le médecin français Louis du Bosquet, rédigeant sa thèse de médecine sur le cauchemar, est le premier à remplacer le terme incubus, utilisé jusque-là, par le terme cauchemar. Terme qui restera, mais qui changera petit à petit au fil des années pour désigner ce que nous considérons aujourd'hui comme un mauvais rêve. L'expression paralysie du sommeil, elle, est introduite en 1928 par Kinnear Wilson. Aujourd'hui, elle est encore l'appellation retenue. L'historique de ce trouble étant terminé, vous avez pu voir, comme je l'ai dit au début de la vidéo, que celui-ci est bien plus documenté et ancien que d'autres troubles ou syndromes. Néanmoins, longtemps les médecins se sont trompés sur la cause d'une telle expérience, et nous reviendrons dessus rapidement. Comme vous avez pu l'entendre, plusieurs choses sont venues perturber l'étude de la paralysie du sommeil. Au début, tout d'abord, médecins et peuples avaient parfois deux visions très différentes, l'une très scientifique et l'autre, elle, portée sur les croyances et le folklore. Et encore aujourd'hui, certains sont persuadés que l'expérience qu'ils ont vécue était d'origine paranormale, et non explicable par la science. D'ailleurs, même si elle est connue depuis longtemps, il est évident que trouver une justification à la paralysie du sommeil nécessitait de mieux comprendre le cerveau humain. Ce qui n'était pas encore le cas à l'Antiquité ou au Moyen-Âge. C'est donc peu surprenant de voir qu'ils se trompaient. Maintenant, je vais revenir rapidement sur ce que la personne vit durant une telle expérience. Même si je l'ai rapidement évoqué dans la partie historique, j'aimerais aller un petit peu plus loin en revenant dessus et en vous présentant des cas réels. Car si l'on retrouve souvent des choses similaires entre différentes personnes ayant vécu ce genre d'expérience, toutes les paralysies ne sont jamais les mêmes à 100%. Évidemment, les détails qui ne changent jamais sont le fait que le corps est totalement paralysé. Souvent aussi, on retrouve l'idée de l'étouffement, comme si quelque chose nous étranglait ou venait s'asseoir sur notre poitrine pour nous empêcher de respirer. Souvent encore, la personne est persuadée qu'une présence malveillante se trouve dans la pièce, et parfois, elle est en mesure de la voir. C'est d'ailleurs sûrement ça qui ramena la paralysie du sommeil au paranormal, puisque beaucoup de témoignages rapportent la présence visible d'une ou de plusieurs silhouettes noires, ou encore d'une vieille femme. Parfois à la porte, parfois au pied du lit, ou parfois penchée au-dessus de vous. Ces silhouettes, si elles sont visibles, renforcent encore plus le sentiment de peur qui accompagne cet événement. Parfois même, le sentiment se rapproche d'un sentiment de mort imminente. Et non, ce n'est pas tout. Ce serait bien trop facile. Certains sont victimes d'hallucinations auditives, telles que des bruits de pas, des voix. D'autres, eux, rapportent des impressions de pression, comme par exemple quelqu'un les plaquant dans le lit, quelqu'un leur écrasant les jambes, le torse. Certains témoignages rapportent même que la victime a senti une présence la violer alors qu'elle était complètement paralysée. Viennent aussi les hallucinations kinesthésiques et synesthésiques, telles que des sensations de sortie du corps, de lévitation. D'autres, elles encore plus rares, apporteraient des sensations de froid, des douleurs, des odeurs ou encore des interactions sexuelles. Vous l'aurez compris, les hallucinations sont nombreuses, et les paralysies du sommeil peuvent être vraiment différentes en fonction des individus, mais aussi de l'une à l'autre. Si différentes que certaines de ces expériences peuvent marquer la vie de quelqu'un à tout jamais. Pour certains, l'événement sera vite oublié. Pour d'autres, ceux-ci se mettront à angoisser à chaque fois qu'ils éteindront la lumière, tandis que les derniers, de rares cas, ne réussiront peut-être même plus à dormir. Comme évoqué en début de vidéo, j'ai moi-même vécu deux expériences de paralysie du sommeil. La première était, disons, très douce. Lors d'une sieste en plein après-midi, je me suis réveillé en étant incapable de bouger la moindre partie de mon corps. Faisant face au mur à cet instant, je n'ai rien vu ni ressenti. La paralysie a duré entre 15 et 20 secondes, puis j'ai pu me retourner et tenter de comprendre ce qu'il venait de se passer. À cet instant, je ne connaissais pas encore ce trouble du sommeil, et c'est quelques années plus tard que j'ai vécu ma seconde expérience. Celle-ci date d'il y a environ 10 mois. Alors que je dormais tranquillement en pleine nuit, j'ai ouvert les yeux. À gauche de mon lit, penché au-dessus de moi, se trouvait l'ombre d'une silhouette masculine. Une ombre grande, imposante, complètement noire et en train de me fixer. À cet instant, mon cœur s'emballe, j'ai du mal à respirer. Tout à coup, la silhouette bouge, je la vois tendre le bras et se pencher un petit peu plus au-dessus de moi pour attraper l'oreiller à ma droite. Et alors qu'elle se redresse un petit peu, celle-ci approche doucement l'oreiller de mon visage pour m'étouffer avec. Cette expérience, je pense que je ne l'oublierai jamais. Je me souviens parfaitement avoir pensé que j'allais mourir dans mon lit à cet instant, car plus l'oreiller approchait, moins j'étais capable de respirer. C'est au moment où celui-ci se posa sur mon visage que la paralysie cessa. À cet instant, j'ai pu me relever et allumer toutes les lumières, puis plus rien. La pièce était complètement vide. Pourtant, j'étais sûr de ce que je venais de voir. Et ce qui est amusant avec cette seconde expérience, c'est que je savais déjà ce qu'étaient les paralysies du sommeil au moment où je l'ai vécu.
Mais c'était si réel que mon cerveau fut incapable à cet instant de comprendre la situation qui se déroulait devant mes yeux. Pour moi, c'était la fin. Comme dit juste avant, si les hallucinations différentes sont nombreuses, la fréquence de celles-ci peut également être très différente. Lors de mes recherches, je suis tombé sur un reportage où témoignait une jeune femme du nom de Jamie Jackson. La première paralysie de Jamie était survenue lorsque celle-ci était enfant. Celle-ci explique avoir vu un couple dans sa chambre proche du lit, couple composé d'une ombre noire masculine et d'une vieille dame. Elle ne pouvait ni parler ni bouger. Par chance, sa mère est rentrée à nouveau dans sa chambre. En avançant, elle est passée à travers le couple, cessant ainsi la paralysie. Mais tout ça n'était que le début d'une longue descente aux enfers. Les paralysies de Jamie sont devenues de plus en plus fréquentes et violentes. Toujours, même des années après, elle continuait de voir ce même couple. L'homme lui serrait la gorge avec les mains, tandis que la vieille femme venait s'asseoir sur sa poitrine. Parfois même, elle se réveillait avec les paumes ensanglantées à cause de ses ongles, étant donné qu'elle serrait les poings trop fort. Une autre fois, elle s'est cassé une dent dans son sommeil. Et le véritable souci avec Jamie est qu'énormément de personnes dans son entourage ne comprenaient pas ce qu'elle vivait. Pour eux, il s'agissait juste de mauvais rêves à surmonter. En plus de se sentir seule face à ces attaques nocturnes, Jamie angoissait de plus en plus à l'idée de s'endormir. Et ainsi, presque chaque soir, ça recommençait. C'était tellement réel qu'elle était persuadée que ce couple réussirait un jour à la tuer. Tellement violent qu'au bout d'un certain temps, Jamie envisagea le suicide. Ceci semblait être, selon elle, la meilleure solution pour que tout s'arrête. Intrigué par ce que cette femme était devenue, j'ai cherché sur internet pour voir si j'étais en mesure de trouver quelque chose. Apparemment, celle-ci va mieux. Elle explique même avoir été diagnostiquée de narcolepsie cataplexie atypique, une maladie du sommeil qui cause des accès incontrôlables d'endormissement plusieurs fois dans la journée, endormissements qui peuvent survenir plus ou moins à n'importe quel moment. Et si je n'ai pas encore parlé de ce qui peut provoquer une paralysie du sommeil, c'est parce que j'attendais de faire cette transition. Pour vous rassurer, la paralysie du sommeil survient dans de très nombreux cas chez des sujets n'ayant aucun trouble clinique. Elles sont plutôt isolées et peuvent survenir suite à différents facteurs. Le premier, une très grosse fatigue. Le deuxième, lui, est le surménage, l'anxiété ou le stress. Toutes ces choses qui peuvent perturber votre quotidien ainsi que votre sommeil. Le troisième est aussi un changement trop brutal dans le style de vie, tel qu'un déménagement, un nouvel emploi, un décès dans la famille, etc. Et pour finir, le fait de dormir sur le dos. Beaucoup rapportent que leurs paralysies sont survenues alors qu'ils étaient endormis sur le dos. Les causes sont donc nombreuses et apparemment il serait même possible d'être sujet à une paralysie du sommeil suite à la prise de médicaments, de drogues ou face à une exposition à la lumière bleue des écrans. Mais ces cas sont plus rares, je suppose. En soi, avec cette petite liste, nous pouvons voir qu'en réalité il n'y a pas une chose qui peut déclencher une paralysie du sommeil, et surtout qu'elles ne surviennent pas à 100% lorsque l'une ou plusieurs des conditions sont remplies. Tout le monde a connu le stress, l'anxiété et la grosse fatigue, et fort heureusement, vivre une paralysie du sommeil n'est pas systématique. Mais ça joue clairement, et face à une longue période d'anxiété, de stress ou même de dépression, celle-ci pourrait chez certaines personnes survenir de manière plus fréquente que de simples expériences isolées. Et pour faire le lien avec l'histoire de Jamie et de ses paralysies quotidiennes ou très fréquentes durant des années, il a été prouvé que les personnes narcoleptiques sont bien plus à même de vivre ce genre d'expérience. Pour avoir quelqu'un dans ma famille atteint par ce trouble du sommeil, celui-ci m'a confirmé avoir vécu à de nombreuses reprises des paralysies du sommeil. Dans le cas de Jamie, je pense qu'être diagnostiqué a dû énormément l'aider à comprendre. Le fait de ne plus se sentir seule, le fait de comprendre, car oui, elle était tombée dans une boucle presque sans fin. Ces paralysies du sommeil étaient tellement violentes qu'elle angoissait toujours à l'idée de s'endormir. Et qui dit angoisse, dit facteur qui peut causer une paralysie du sommeil. En ajoutant sa narcolepsie à tout ça, il est presque sûr qu'elle en faisait une à chaque nuit ou presque, renforçant donc à chaque fois son angoisse et cette boucle infernale dont elle envisageait le suicide comme seule solution. Pour vous permettre de digérer un petit peu tout ça, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur un sujet qui me semblait important à évoquer. Premièrement, il n'y a aucune honte à avoir par rapport au fait de subir de telles expériences, ou d'autres soucis dans l'ordre psy ou mental, ni aucune honte dans le fait d'être suivi par un professionnel de santé. Et deuxièmement, il est important aussi de ne pas juger ou minimiser ce que disent les personnes qui s'ouvrent à vous et osent en parler. Nous le voyons avec le cas de Jamie, ses proches ont toujours minimisé ce qu'elle leur rapportait sur ses crises de paralysie du sommeil.
Et même si c'est inconscient, j'imagine que beaucoup de personnes atteintes par l'anxiété, la dépression ou autre se retrouvent face à des proches qui minimisent. Alors si ça peut arriver, car nous faisons tous des erreurs, je voulais simplement rappeler l'importance d'écouter et l'importance d'avoir de l'empathie. Même si vous ne savez quoi dire, écouter sans juger, minimiser et faire preuve d'empathie, c'est déjà bien. Parenthèse fermée donc, nous sommes pour le moment revenus sur l'histoire du trouble, ce que le sujet vit lors d'une paralysie du sommeil, des cas réels, et les facteurs pouvant amener à vivre une telle expérience. Maintenant, j'aimerais continuer le voyage avec vous en direction du cerveau, afin de comprendre ce qu'il se passe concrètement lorsque nous dormons, et lorsqu'une telle expérience survient. Comme certains le savent peut-être déjà, le sommeil est constitué de plusieurs phases et cycles successifs. Chaque cycle dure approximativement 90 minutes, et sont généralement au nombre de 4 à 6 par nuit. Ces cycles sont composés de 3 grandes phases de sommeil qui sont les suivantes. Le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et, pour finir, le sommeil paradoxal. Le temps passé dans chaque phase est différent selon les cycles. Pour les décrire rapidement, le sommeil lent léger correspond, comme son nom l'indique, à un endormissement très léger, correspondant presque au moment où l'on commence à s'endormir. Cette phase durant laquelle nous pouvons avoir des soubresauts et où une voix ou une lumière peuvent nous réveiller. Le sommeil lent profond, lui, correspond donc au sommeil lourd. Il est difficile de se réveiller dans cette phase et le cerveau est de plus en plus insensible aux stimulations extérieures, contrairement donc au sommeil léger. De plus, c'est le cycle où nous récupérons le plus. Pour finir, le sommeil paradoxal est la phase durant laquelle nous rêvons le plus. Durant cette phase, les pupilles bougent et l'activité cérébrale est plus intense. Elle est presque un mélange entre le sommeil profond et le fait d'être éveillé. Dans cette phase, le corps est complètement immobile. Nos muscles sont paralysés et c'est ce que nous appelons une atonie musculaire. Notre cerveau, lui, est en grande activité, puisque de toute façon nous rêvons. Heureusement d'ailleurs que nos muscles sont paralysés, car c'est ce qui nous protège de nous lever et de faire des mouvements qui correspondent à ce à quoi nous rêvons. Voyez ça un petit peu comme un système de protection. Cette phase d'ailleurs est observée chez l'être humain, mais aussi chez certains animaux tels que des mammifères, oiseaux ou reptiles. Et justement, il arrive parfois que le cerveau se réveille par inadvertance durant cette phase. Et comme bloqué dans un entre-deux, l'éveil et le sommeil paradoxal, comme bloqué entre le rêve et l'éveil, le cerveau lui se réveille, mais le corps est toujours paralysé par ce mécanisme protecteur. Mécanisme qui durant une telle expérience devient notre bourreau. Généralement au bout de quelques secondes, tout revient à la normale et la paralysie des muscles cesse, mettant fin à la paralysie du sommeil. Mais ces quelques secondes lorsque nous les vivons peuvent sembler longues, très longues. Comme dans un rêve en réalité où nous n'avons aucune notion du temps. Pour certains même, les épisodes de paralysie du sommeil peuvent même durer jusqu'à plusieurs minutes. Les hallucinations, elles, viendraient donc de l'angoisse que l'on ressent en voyant que notre corps ne nous répond plus. Le sujet se réveillant se mettrait donc à paniquer en voyant qu'il est incapable de bouger. Cette montée d'angoisse soudaine et très puissante causerait donc ensuite les hallucinations qui viendraient justifier, expliquer et imager ce qui arrive. Que ce soit l'impossibilité de bouger ou la respiration se faisant difficile suite à l'angoisse. Pour en sortir, j'ai trouvé plusieurs astuces et témoignages. Apparemment, tout stimuli externe mettrait immédiatement fin à la paralysie. Ce stimuli pourrait être quelqu'un qui vous touche ou qui vous parle. Mais étant donné que ça arrive souvent en pleine nuit, vous êtes le plus souvent livré à vous-même. Certains conseillent aussi d'essayer de bouger les orteils. J'ignore si cette méthode fonctionne vraiment, mais apparemment ça permettrait d'en sortir ou de potentiellement sortir plus vite de tout ça. D'autres, eux, disent qu'il faut tenter de relativiser et de décompresser le plus possible, en sachant ce qu'on est en train de vivre et en essayant le moins possible de paniquer. Même si selon moi, pour avoir tenté, je pense que ce n'est pas si facile que ça à faire. D'ailleurs, si vous vous posez la question, il n'y a pas de traitement pour lutter contre la paralysie du sommeil isolée. Si celles-ci deviennent trop fréquentes, il est important de consulter pour voir si elles ne seraient pas liées à de la narcolepsie. Mais mis à part ça, il n'y a pas de traitement réel. Évidemment, si celles-ci surviennent lors d'une période très stressante ou d'une dépression, il peut être important d'être suivi par un professionnel de santé et de régler ce souci par la psychothérapie ou par des médicaments type antidépresseurs pour les cas les plus lourds. Il faut donc voir la paralysie du sommeil plutôt comme un bug du cerveau pour les cas isolés et peut-être plus comme un symptôme à une période difficile, une dépression ou la narcolepsie pour les cas les plus lourds. Mais en aucun cas être sujet à une expérience de paralysie fait de vous quelqu'un de fou ou de malade.
Avant de finir, l'ombre noire menaçante au pied du lit est quelque chose qui touche beaucoup de monde, et ce tout autour du globe. En Chine, elle est appelée Gui Yachuang, soit le fantôme qui écrase. Au Mexique, c'est Subida del Muerto, soit la mort qui monte dessus. Au Japon, son nom est Kanashibari, qui signifie maintenu par une étreinte de fer, de kana, qui signifie fer, et shibari, qui signifie attaché. Dans les croyances russes, ces expériences sont attribuées à la colère du domovoi, l'esprit de la maison. Celui-ci punirait les personnes pour mauvais devoir conjugal ou trahison. D'autres parlent d'esprits violeurs ou encore de sorcières. Vous l'aurez compris, et c'est ce que j'évoquais plus tôt dans la vidéo, mais certains préfèrent croire à l'explication scientifique, tandis que d'autres, eux, se tournent vers leurs croyances et leur culture. Le sujet est donc sensible, et il est impossible d'imposer sa vision des choses ou sa version vis-à-vis d'une telle expérience. Et même si pour ma part je me tourne vers l'explication scientifique, qui dit que c'est un trouble du sommeil et qui donne une explication à celui-ci, je comprends aussi parfaitement qu'en fonction des différentes croyances, certains diront que pour eux ce n'est pas un trouble, mais bien qu'un esprit est venu leur rendre visite, ou les attaquer. Pour finir, j'aurais pu parler encore longtemps de la paralysie du sommeil et de sa présence dans l'art, chez Maupassant, dans le cinéma d'horreur, mais la vidéo aurait été bien trop longue et bien trop chargée d'informations. En tout cas, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop complexe, au moins celle-ci aura montré que le cerveau peut s'amuser avec nous même lorsque l'on dort. Alors si un jour vous vous réveillez en pleine nuit et que vous ne pouvez absolument pas bouger, pensez à regarder autour de vous, car qui sait, peut-être que l'ombre en noir viendra à votre tour vous rendre visite. Peut-être la verrez-vous dans un coin de la pièce, ou avancer vers le lit.